Bon, du coup, salut Johan. Merci de nous accueillir dans ta salle au TFT à Toulouse. Tu nous as gentiment ouvert la porte pour qu'on puisse faire une interview. Donc Johan Salvador, tu as 30 ans? Pas encore. 29 ans. 29 ans. Tu t'entraînes à Toulouse au TFT, salle dont tu es également copropriétaire et coach. Oui. Tu es combattant professionnel de MMA dans la catégorie des bantamweight, donc moins 61 kg. Et tu combats actuellement au Cage Warrior. Tu as un parcours assez intéressant dans les sports de combat parce que tu es passé par plusieurs disciplines, notamment des arts martiaux traditionnels vietnamiens. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans ces sports-là et la manière dont tu as transigé vers le MMA? J'ai commencé par le judo, j'avais 3 ans. J'en ai fait de 3 à 7 ans. Et j'ai démarré les arts martiaux traditionnels vietnamiens à l'âge de 8 ans. À la base, je voulais plutôt me diriger vers le karaté ou le kung-fu. Par rapport aux films que je regardais, donc les films de Bruce Lee, Jackie Chan, tout ça. J'ai Jean-Claude Van Damme. Sauf que dans mon village, il n'y avait pas ça. Et à l'âge de 8 ans, il y a les arts martiaux traditionnels vietnamiens qui sont arrivés dans mon village. Donc du coup, dès la première année, je me suis inscrit. Et puis j'en ai fait pendant 10 ans, donc jusqu'à mes 18 ans. Donc c'est un art martial traditionnel où il y a un aspect technique avec des sortes de kata à main nue ou avec armes et une partie combat. Donc je pratiquais les deux parties en compétition, mais j'avais quand même une préférence pour la partie combat. Et avec l'adolescence et la prise de maturité, je voulais vraiment me rapprocher du combat libre. Donc je voulais dans un premier temps combattre au Vietnam. À mes 18 ans, j'ai remporté la Coupe de France et j'ai eu l'occasion de partir m'entraîner là-bas pour faire ensuite les championnats du monde, mais manque de budget, j'ai pas pu y aller. Donc du coup, j'ai continué ma pratique en France et j'ai dû déménager pour les études dans la ville de Reims où j'ai commencé le MMA, la boxe anglaise, la lutte, la boxe pied-point, le grappling et depuis j'ai jamais arrêté. Tu fais un premier combat en MMA amateur en 2017, en mai 2017 et tu passes en novembre de cette même année en professionnel. Ouais. Alors c'est pas tout à fait vrai. J'ai mon seul combat référencé amateur. D'accord. C'est vrai, il est en mai 2017. D'accord. Par contre, je comptabilise une dizaine de combats en amateur. Ok, autant pour moi. Donc à peu près 7 victoires et 3 défaites. À quel moment est-ce que toi tu penses que c'est le bon moment de switcher en professionnel? Du coup, lors de ce dernier combat en amateur, je me pète la main au premier round. Donc sur un overhand, je viens choper l'arrière du crâne. Et c'était la première fois aussi que je descendais en 66 kg. Donc j'avais vraiment galéré parce que à l'époque j'étais pas suivi par un diététicien, on connaissait pas bien les protocoles de cutting, c'était encore à l'arrache quoi. Donc j'en ai vraiment chié pour ce combat et derrière t'as aucune reconnaissance. C'est pas comme aujourd'hui le MMA amateur qui est vachement mis en avant. À l'époque combattant amateur t'étais pas considéré quoi. Donc c'est peut-être cette recherche de reconnaissance et le rêve d'un jeune homme qui veut devenir combattant professionnel qui m'a fait passer le cap en professionnel. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant directement de ta carrière professionnelle. Tu connais des débuts assez compliqués où tu essuies trois défaites d'affilée. Comment est-ce qu'on se sent mentalement après avoir essuyé 3 défaites d'affilée lorsque notamment on consacre une partie de sa vie à ces disciplines? On se sent pas bien, on se sent comme une merde. Moi quand j'étais à 0,2, je me considérais même pas comme un combattant professionnel. Alors que j'avais l'expérience, j'avais les connaissances, compétences, mais j'avais pas du tout de confiance en moi. C'était vraiment dur. Derrière, j'ai rencontré mes associés actuels où on a commencé à s'entraîner ensemble. J'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré plein de monde qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, justement parce que à force de tourner avec ces gens-là et qui me disent mais en fait tu te rends pas compte à quel point tu es fort et à quel point tu sais tout faire.
Parce que j'ai un profil assez complet, je sais boxer, je sais lutter, je grapple plutôt bien. Donc voilà, à force de tourner avec des gars comme ça, à force de tourner avec des gars forts et de voir que je suis pas ridicule à côté, que j'arrive à tenir des rounds, à prendre des rounds parfois, de tourner avec des boxeurs et pas être ridicule, de tourner avec des ceintures noires, des ceintures marron et arriver à faire des bons trucs. Voilà, la confiance a grandi petit à petit et aujourd'hui je me sens bien. J'ai aussi fait beaucoup de prépa mentale pour m'aider à passer tout ça, pour m'aider à comprendre que ces défaites en fait elles m'ont forgé en tant qu'homme et en tant que combattant. Donc sans ce passé on va dire difficile, je ne serais pas aujourd'hui au niveau où je suis. Avec du recul, avec aussi peut-être une analyse de ta part, selon toi, à quoi ce début de carrière compliqué est dû principalement? Alors c'est dû à mon niveau je pense que j'étais pas à la hauteur physiquement, j'étais pas accompagné. Alors j'étais dans un bon club, mais qui mettait pas tout en œuvre pour m'aider, on va dire. Il y a des gars dans certains clubs qui ont leur carrière déjà tracée. Depuis leur début, les coachs ont sûrement remarqué qu'ils avaient du potentiel et du coup ils font en sorte de le faire évoluer progressivement vers des combats de plus en plus difficiles pour justement atteindre des plus grosses organisations. Moi j'ai rien eu de tout ça. J'étais dans un club où quand je disais que je voulais être professionnel, presque on rigolait quoi. Ouais, donc je m'entraînais, j'ai jamais lâché. Et j'ai eu l'opportunité de combattre en professionnel 5 jours avant l'événement. Donc le gars il était prenable, c'est Scott Butters. Quelques combats amateurs, assez moyens partout mais complets. Sauf qu'il a eu 2 mois de prépa et moi 5 jours. C'était dans la catégorie des 70 kilos et je pesais à l'époque 71-72 kilos. Donc sans préparation physique, voilà le résultat. Faut aussi, pour ta défense, il faut aussi préciser que c'était à une époque où le MMA n'était pas légalisé, n'était même pas autant démocratisé qu'avant. Ça, tu penses que ça a aussi joué forcément dans la balance? Oui, bien sûr. Parce que sur mes combats amateurs, sur la dizaine de combats, j'ai fait du grappling fight, donc pas de cage. J'ai fait du pancrace, donc en ring. Et j'ai fait 2-3 combats en Belgique. Donc pour combattre, c'était compliqué. Les combats étaient assez éloignés. Donc, est-ce que à ce moment-là, après ta 3e défaite, t'as même pu penser à un moment à abandonner, à changer de carrière? Mais c'était avant. Parce que en gros, pour ma 3e défaite, je me sentais vraiment bien, je me sentais vraiment préparé. Et justement, j'avais déjà créé le Tactical Fight Team avec mes associés. On avait fait un camp d'entraînement de ouf. Catégorie, on était en catchweight à 65 kg. Je me sentais bien dans le combat, mais je me suis fait sonner au 2e. Donc sur une erreur d'inattention. Et je suis sorti du combat, j'étais dépité. Mais je me suis dit, bon, maintenant, ok, j'ai 3 défaites. Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? En fait, que j'ai 4 défaites, 3 défaites, 2 défaites. Ça change rien, j'ai connu la défaite et je peux que aller de l'avant après ça. Donc du coup, j'ai accepté un combat 1 mois après ou 1 mois et demi après contre un mec invaincu en amateur, invaincu en professionnel. Et au final, je l'ai tordu. Ouais. Je l'ai tordu dans sa discipline, c'était un lutteur. Et je l'ai lutté pendant 3 rounds et voilà. Et là, je me suis révélé au grand public, entre guillemets. Les échecs, on va pas se mentir, ça fait aussi partie intégrante de la vie d'un sportif, compétiteur ou non. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des personnes qui nous écouteraient, qui pareil seraient dans des mauvais espaces sportifs, pour justement les aider à passer outre ces mauvaises dynamiques? Eh bien, j'ai envie de dire que le MMA ou peu importe le sport, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on travaille tous les jours pour avancer. Les résultats sont parfois pas représentatif du niveau qu'on a. On peut avoir des défaites très rapides, pas avoir l'occasion de s'exprimer. Et ça ne dépend pas de nous. Nous, du moment où de notre côté, on met tout en place pour réussir,
On a une préparation physique carrée, on a une diète carrée, on fait de la prépa mentale, on s'entraîne régulièrement et toute l'année. Parce qu'il y a des gars qui vont s'entraîner que quand ils ont des combats. Moi, c'est pas du tout ma mentalité. Que je sois en prépa ou sans combat, bah, j'ai mon même volume horaire. Voilà, si on prend soin de tout ça, qu'on analyse, qu'on fait un game plan, voilà, qu'on est vraiment prêt, eh ben, on peut rien se reprocher. Après, c'est un sport binaire, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Et on n'est que deux dans la cage. Donc lui, il va faire son maximum pour gagner. Nous, on fait le maximum pour gagner. Donc voilà, après, il faut se détacher un peu du résultat. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui, on voit avec tous ces gros palmarès, on va pas se mentir, ça a aussi pas mal été influencé par Khabib qui a terminé sa carrière sur un score, sur un perfect, invaincu. Est-ce que tu penses qu'aussi le public perçoit la défaite différemment de la manière dont il devrait la percevoir? Ouais, je pense que ces gens-là qui sont très forts ont influencé le public en les faisant passer pour des demi-dieux, et que si jamais tu avais des défaites dans ta vie, eh ben, tu n'étais pas un bon combattant. Or, un combattant, c'est quelqu'un qui combat, c'est pas quelqu'un qui gagne. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le public devrait respecter n'importe quel gars qui a les couilles de rentrer dans une cage et de se battre avec un autre gars qui est préparé. Tu as réussi à mine de rien remonter la pente, à inverser la tendance. Tu es sur 4 victoires sur tes 4 victoires sur tes 6 derniers combats. Quelle décision est-ce que tu as prise pour remédier à tout ça, pour justement inverser cette dynamique-là? Alors déjà, j'essaie d'arrêter de prendre des short notice. Parce que, encore une fois, sur mes 6 derniers combats, j'ai 2 défaites contre le Canadien et contre Scott Pedersen. C'est 2 short notice. Donc, au début, quand on rentre dans le milieu, surtout il y a encore 2-3 ans, ben, on n'avait pas tous ces contacts, on n'avait pas on n'était pas assez connus, entre guillemets, je parle pour mon club. Donc on nous refilait que les plans galères, que les plans au dernier moment. Sauf que si tu refuses ces plans-là, ben, tu n'avances pas dans ta carrière. Donc que ce soit moi ou Quentin, mon associé, ben, on a accepté des short notice. On a accepté des plans galères contre des mecs assez forts. Ils n'étaient pas tous très forts, mais voilà, au dernier moment, quand tu n'es pas préparé, je pense qu'un combat, c'est important de mentalement bien se préparer pour le jour J, pour un adversaire précis, et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tu as évoqué aussi un peu plus tôt le fait d'être un peu mieux peut-être entouré, de faire aussi recours à de la préparation mentale. Est-ce que tu peux développer ce point-là qui, dis-moi si je me trompe, mais a sûrement dû être aussi déterminant dans le renouveau que tu as connu dans ta carrière? Ouais, franchement, la prépa mentale, ça a été un game changer, on va dire. Je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma peau, que ce soit en combat, à l'entraînement ou dans ma vie depuis que j'ai commencé la prépa mentale. Ça a permis d'équilibrer les charges émotionnelles que j'avais sur la victoire, la défaite, sur ce que les gens pensent de moi, sur cette envie de prouver, sur plein de choses. Et donc, ça libère mon esprit et ça m'a permis de développer aussi cette confiance en soi, qui est importante pour un combattant. En juillet 2023, tu signes au Cage Warrior, une des organisations, si ce n'est l'organisation majeure en Europe, une des plus affluentes dans le monde, qui a vu naître des superstars qu'on connaît tous. Dans quelles circonstances se fait la signature, et comment est-ce que toi tu vis le fait d'être appelé justement par une aussi grosse organisation? Alors du coup, je signe un premier combat en juillet. Je devais combattre 2 semaines avant au MMA Grand Prix, qui a été annulé quasiment au dernier moment. Je crois une semaine ou 2 semaines de l'événement. Ouais, c'est ça. C'était contre Khamzat Chimaev, c'est ça? Zimaev, pardon. Contre Khamzat Chimaev. Donc j'étais en pleine prépa, le poids il était bien descendu, je devais combattre à 63 kilos et l'événement s'annule pour X raisons. Donc là j'étais dégoûté, et quelques semaines avant j'avais discuté avec mes nouveaux managers, donc Bim, sur l'éventualité de travailler ensemble après ce combat-là.
Voilà, parce que j'avais pas de manager à l'époque, juste les contacts, j'arrivais à me trouver des combats. Suite à cette annulation, j'étais au bout de ma vie, au bord de la dépression. Du coup, j'étais appelé, j'aurais dit bon les gars, je suis prêt, je suis en fin de prépa, trouvez-moi un combat s'il vous plaît. L'événement s'est annulé, voilà, je sais pas quoi faire. Ils m'ont dit ok, on va voir ce qu'on peut faire. Et le lendemain, j'avais la proposition du Cage Warrior en 66 kilos. Donc j'étais déjà descendu à 68-69 kilos, donc j'étais un peu léger pour la catégorie, mais vu que j'avais déjà fait des combats dans cette caté, je me suis dit que ça allait le faire. Donc voilà, on est parti. Ce que j'ai ressenti, j'étais très, voire trop heureux, on va dire. J'avais des étoiles dans les yeux, c'était un rêve qui se réalisait. Jamais j'aurais pensé pouvoir combattre à ce niveau-là. Donc voilà, très excité, très content. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. J'ai affronté un striker et donc du coup, le game plan c'était de le lutter. Sauf qu'après les premiers échanges debout, que ce soit en termes de déplacement, de vitesse de frappe, de toucher, ressortir, en fait, je ressens que je suis au-dessus. Et je vois qu'il commence à rentrer dans mes pièges, c'est-à-dire je tape au corps, bam, je vois il baisse ses mains et tout. Je me dis, mais en fait, je vais pas le lutter, je vais rester debout un peu, voir ce que ça donne. Et au final, lui, il a eu la très bonne idée de m'emmener au sol. Et ça m'a surpris. Et donc je me relève une fois. Après, je tente une guillotine. Je rate. Je me relève. Il me prend le dos. Il m'étrangle. Voilà. 2 minutes, au bout de 2 minutes. Donc, défaite ultra frustrante. Parce que j'en avais encore beaucoup sous la pédale. Je pensais que j'allais faire une grosse guerre. Et je me fais soumettre en 2 minutes. Donc, très, très dur à assumer. Donc voilà, après discussion avec les managers, avec les coachs, machin, on fait des réglages et je leur ai dit que je voulais une seconde chance, quoi. Et bon, le manager il a négocié ça et j'ai eu ma chance contre Yoga Prabowo en novembre à Newcastle. Et là, grosse prépa, le mec solide, bien ranké en Asie, il était à 5-2. Et puis je l'ai pris, je l'ai tordu. Ton prochain combat au sein du Cage Warrior se fera le 30 mars à Londres. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton adversaire ? Mon adversaire, il n'a pas beaucoup d'expérience en professionnel, mais il a une belle expérience en amateur avec notamment 2 ceintures du Cage Warrior. En professionnel, il a fait des débuts fracassants avec un KO en 10 secondes. Le KO le plus rapide de l'histoire du Cage Warrior, c'est lui qui l'a. Derrière, il fait un combat contre Tom Wright et il perd par soumission à la fin du premier round. C'est un gars qui a plutôt une garde style taekwondo karaté, vachement sur les appuis, très explosif. On voit dans ses combats amateurs qu'il lutte plutôt bien. Il a un panel de soumission intéressant. Donc je suis en train de bien me préparer, je le prends très très au sérieux malgré qu'il ait beaucoup moins de combats que moi en professionnel. Et je vais faire de mon mieux pour le dominer chaque seconde du combat. Quand on est arrivé tout à l'heure dans ta salle, on t'a vu un peu affûter ton striking. Tu peux un peu nous parler de ta préparation sans dévoiler évidemment tout le game plan, mais nous donner quelques petits éléments, comment est-ce que ça se déroule, comment ça se passe, même si tu peux un peu nous parler de la diète aussi. Ok, du coup la préparation, je fais 2 séances de préparation physique par semaine avec mon préparateur Tancred. Au niveau de la boxe, je m'entraîne avec 3 coachs, donc Gavin qui me suit depuis un moment, là Thomas que vous avez vu ce matin qui remplace un peu Gavin qui est parti en vacances, donc il m'apporte un peu sa vision de la boxe. Et en pied-point, je m'entraîne avec Romain Falandry, donc multiple champion du monde. Au niveau de la lutte, je fais 2 entraînements par semaine avec mon entraîneur qui me suit depuis 2-3 ans. Je m'entraîne aussi en sol 2-3 fois par semaine et le reste en MMA. On fait pas mal d'échanges avec le club de Mazamet, MNCL, donc ça permet de diversifier les sparring
Et sinon, j'ai mes élèves amateurs qui tournent avec moi pour m'aider à préparer ce combat. Est-ce que toi, tu te mets une pression un peu supplémentaire à l'approche de ce combat-là, sachant que en cas de victoire, tu peux rééquilibrer le bilan en passant à 5-5 ? Alors oui, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je le visualise un peu comme une rédemption pour moi, qui permettrait de corriger mes erreurs du passé. Après, aussi grâce à la préparation mentale, j'ai réussi à rééquilibrer ce rêve, entre guillemets, pour que ça soit important, mais pas trop. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait autant d'avantages que d'inconvénients de gagner et de perdre, pour justement éviter de mettre un surplus de pression que je pourrais avoir. Comme par exemple quand j'ai combattu à Cardiff, j'avais quand même la pression de bien faire parce que c'est le Cage Warrior, parce que c'était mon premier combat là-bas et j'étais aussi proche de l'égalisation, j'étais à 3-4. Donc voilà, là je me prépare bien, j'essaye de pas trop me mettre la pression, je sais qu'il y a du monde qui va se déplacer pour venir me voir, ça me fait très plaisir mais ça me met pas une pression de plus. J'aurai la pression 2 jours avant, quoi. Quand je serai là-bas, forcément ça va monter, mais j'essaye d'être assez posé sur ça. On va clôturer cette petite partie-là sur ta carrière pro. Je vais te demander peut-être tes objectifs au sein du Cage Warrior. Si t'en as, est-ce que tu peux nous les développer ? C'est la ceinture. Ouais. Là, je vise une 2e victoire. Si tout se passe bien, là, j'ai signé pour 5 combats. Donc, le premier, c'était un one-shot. Le deuxième, c'était un one-shot. Et là, j'ai un contrat de 5 combats. Donc, 5 combats, ça veut dire que si j'enchaîne les victoires, je suis prétendant au titre. Donc, moi, j'y crois. Je suis bien entouré. Je suis bien dans ma peau. J'arrive à 30 ans avec le meilleur physique que j'ai jamais eu. Un bon cardio, de la force. Je suis bien. Donc, j'ai pas peur de dire que maintenant, je vise la ceinture. Après, en cas de défaite, les objectifs changeront. Mais actuellement, je pense qu'à ça. Dans une interview précédente que tu avais donnée, un journaliste, alors je crois que c'était sur After Fight pour le citer, Ouais. Le journaliste il te demande justement tes objectifs, etc. Donc tu réponds un peu pareil et tu lui dis aussi que tu fais ça pour l'amour du sport, Ouais. par amour pour ce sport. C'est une thématique que j'aimerais bien aborder avec toi, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est vrai que à t'entendre parler, on a pu échanger aussi un peu avant l'interview, ça se voit que tu es quand même un homme de valeur qui aime ce sport. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette passion-là que tu éprouves pour le MMA, peut-être même les sports de combat plus généralement ? Mais, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé très jeune. Et même avant ça, j'en ai parlé avec mes parents un peu pour avoir leur version. C'est que je regardais Dragon Ball Z dès tout petit. Donc c'est ça qui m'a orienté vers les sports de combat. Mon oncle en fait toujours. Il a fait du jiu-jitsu traditionnel, il a fait de la boxe française, il en fait encore. Donc peut-être qu'il m'a servi aussi de modèle dans cet aspect-là. Et je sais pas, cette confrontation entre 2 hommes, je trouve ça, c'est ce qui me passionne, quoi. Et j'ai jamais arrêté. J'ai essayé de faire du foot 1 an. Ça m'a pas du tout plu. Je trouve que vraiment dans les arts martiaux, les sports de combat, il y a des valeurs. C'est un sport dans lequel tu peux créer des amitiés très fortes. Je pense plus que dans n'importe quel sport, parce que notamment tu mets ta santé physique entre les mains de ton partenaire. Par exemple, quand tu prends un étranglement ou une clé de bras, tu lui fais confiance. Donc il y a une confiance différente qui se crée que quand tu t'envoies la balle, quoi. Et je trouve ça important. Et aujourd'hui, je vois pas ma vie sans ça. J'ai tout arrêté pour faire ça, pour monter ce club, pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir entraîner mes adhérents. C'est aussi ce qui me passionne. Sinon je ferais que m'entraîner. Mais bon, j'aime bien aussi ce contact avec les gars. Je les aide à réaliser leurs rêves, de rentrer dans une cage pour essayer d'aller le plus loin possible. Tu as donné un élément de réponse qui m'intéresse personnellement, parce que c'est une question que j'avais notée. Tu as parlé de valeurs qu'on peut retrouver au sein même des sports de combat, des arts martiaux. Est-ce que, encore une fois, tu peux nous en parler? Pour toi, quelles sont les valeurs principales de ces disciplines-là?
Je pense que c'est avant tout le respect, le respect des enseignants, le respect des camarades, de la salle et bien sûr de l'adversaire. Je pense qu'on peut se taquiner, il peut y avoir un peu de trash talk au début, mais pour moi, à partir du moment où le combat il est terminé, il n'y a plus que du respect entre les combattants. Et voilà. Après, il y a le courage. Il faut être courageux pour combattre. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, surtout la compétition. À la limite, l'entraînement. Tout le monde peut s'entraîner, il n'y a pas de souci. Ça peut être un loisir. Tu peux prendre du plaisir à échanger des coups, à lutter. Mais la compétition, c'est autre chose. Je pense qu'il faut avoir vraiment un grain pour prendre du plaisir à faire ça. Le MMA, on sait très bien, on va pas ressortir les chiffres, mais qu'il est en très forte expansion en France. Ça attire forcément des personnes qui étaient peut-être un peu réticentes ou qui n'avaient même aucune connaissance au sujet des sports de combat il y a encore quelques années de cela. Quel conseil est-ce que toi tu donnerais à un nouveau pratiquant qui justement n'est peut-être pas familier avec toutes ces valeurs et cette éthique-là que tu prônes depuis le départ? Mais du coup, je leur conseillerais de s'entraîner régulièrement. Au début, pas forcément tous les jours. Ce qu'on rencontre généralement au club, c'est les jeunes, ils viennent, ils n'ont jamais pratiqué, ils kiffent, ils ont peut-être des rêves et du coup ils s'entraînent tous les jours. Mais ça dure pas parce que leurs articulations, leur corps sont pas habitués à cette intensité. Donc plutôt démarrer avec 3-4 entraînements par semaine, hop, régulièrement, progresser, pas essayer de mettre un peu son ego de côté au début forcément. On n'a pas la technique. Si c'est un gars qui fait 60 kilos ou une nana, ben forcément on n'a pas la force en plus pour se sortir de différentes situations. Donc il faut être patient, il faut accepter que vous n'êtes pas le plus fort, vous n'êtes pas le plus rapide. Il y a toujours plus fort, toujours plus technique, surtout quand on débute. Donc il ne faut pas prendre la mouche quand on prend une branlée à l'entraînement. Et voilà. Ouais, c'est une forme d'humilité même à avoir dès le départ qui permet. C'est important. Il faut avoir de l'ego, parce que si on se fait toujours rouler dessus, dire ah c'est pas grave, bon, on progresse pas. Mais il faut que cet ego il soit dosé pour pouvoir accepter de perdre à l'entraînement, mais essayer quand même de gagner. Essayer de gagner, mais sans blesser son partenaire et sans se blesser soi-même. On va passer sur une autre partie. Donc, comme je l'ai précisé en introduction et comme tu as aussi pu un peu faire référence dans les réponses que tu m'as données, tu es aussi coach et copropriétaire de la salle dans laquelle on se trouve. Donc le TFT à Toulouse. Alors juste pour introduire un peu le sujet, je vais citer un rapport de la FMMAF qui est sorti récemment pour que ceux qui connaissent pas ton club puissent un peu voir la taille de l'écurie. Donc c'est le club français avec le plus de gradés MMA. Donc les gradés, c'est les personnes qui peuvent concourir en amateur ou en pro. C'est le 3e club français en nombre de licenciés MMA et le 3e club de jeunes licenciés en MMA, donc moins de 18 ans. Déjà félicitations, et j'imagine que pour vous c'est une grande fierté au sein du TFT. Oui, c'est une fierté, surtout qu'on est, comme je te disais, on est un club assez jeune. On a démarré en 2020, pendant la période Covid. D'un côté, on a démarré assez tôt, enfin il n'y a pas longtemps, mais on a démarré je pense au bon moment. Pile poil à l'explosion du MMA, on s'est implanté ici. Vu qu'avec mes associés on avait déjà un peu d'expérience, on a réussi à monter faire des compétitions, monter des jeunes qu'on avait déjà avant en compétition et faire des résultats assez rapidement alors qu'on venait de démarrer. Pourquoi TFT ? Donc Tactical Fight Team. On a pas mal cherché par rapport à ce qui se faisait et en fait on aime bien l'aspect stratégique du MMA. On s'était dit qu'on voulait pas être un club bourrin où on se fout sur la gueule jusqu'à se mettre KO à l'entraînement. On voulait vraiment insister sur l'aspect technico-tactique, d'où le tactical. Et puis Fight Team, bon. Après au niveau des logos, on voulait se rapprocher un peu de tribus guerrières. Donc je sais pas, on se disait chevalier, samouraï,
etc. Et en fait, quand on réfléchit à ça, on a bien aimé l'aspect indien, le fait qu'on soit une petite tribu, qu'on soit pas beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que le logo il est sous forme de totem. Donc on a démarré sur notre salle à rue du Midi. Donc c'est une petite salle avec 80-90 mètres carrés de tapis, avec tous les murs recouverts. Donc ça nous a permis d'avoir une bonne salle de démarrage, mais avec juste une petite zone prépa physique qui était uniquement adaptée pour une personne. On est aussi implanté dans les quartiers, donc notamment au quartier de la Rainerie, où on propose des cours de boxe anglaise, de MMA et de bare knuckle. Et nous sommes ici au 38 avenue de Lombez, dans notre salle principale depuis cette année, qui fait 120-130 mètres carrés de tapis, plus la cage, donc on n'est pas loin des 150 mètres carrés praticables, plus une petite zone préparation physique, l'accueil, les vestiaires. Voilà. Et en termes d'adhérents, là on a dépassé les 500 adhérents, en comptant les enfants, ados, les femmes, les compétiteurs et tous les adhérents loisirs. Donc nous on s'est développé en tant qu'association au début parce qu'on n'avait pas besoin de créer une société, de payer des charges en plus, tout ça. Et Quentin, il est éducateur de quartier. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu la salle de la Rainerie, c'est par rapport à son travail. Donc on a la volonté d'aider les différents publics, donc notamment les jeunes en difficulté dans les quartiers, de développer le MMA féminin, les enfants ados, et l'association nous sert également à aider les compétiteurs. Donc dans notre club, nos compétiteurs qu'on sélectionne, on les chouchoute vraiment. C'est-à-dire ils ne payent pas les trajets pour aller en compétition, ils ne payent pas l'hôtel, ils payent 3 fois rien. Leur adhésion, elle est quasiment divisée par 2. On essaye de leur trouver des partenariats, on essaye de leur trouver de l'équipement pas cher. Vraiment, on les chouchoute de ouf. Donc c'est pour ça qu'on les passe sous l'association. Et en plus de ça, on réalise des actions à but caritatif assez régulièrement, notamment avec la Banque alimentaire de Toulouse. On a fait un stage avec une tombola pour Octobre Rose, des dons pour les restos du cœur. Voilà, on est pas mal actif au niveau associatif. L'idée vient principalement de mon associé Quentin, qui lui avait ce rêve de monter une salle depuis bien longtemps. Donc quand on s'est entraîné ensemble pour la première fois en 2020, lui il avait déjà accès à la salle rue du Midi via l'association Arania, parce que Quentin il est ceinture noire et ça fait 10 ou 15 ans qu'il fait du jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, on avait accès à cette salle pour pouvoir s'entraîner, et on est parti du principe qu'il n'y avait pas de club de MMA sur Toulouse. Il y a des clubs qui font des cours de MMA, notamment le Toulouse Fight Club, Gym Body, Boxing Center, et ils ont un nombre limité de cours. Nous, on voulait du coup s'entraîner et performer en MMA, et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte un club 100% MMA. Donc les premières années, tous nos cours, c'était MMA, sans développer les autres disciplines. Juste chaque séance était axée sur un domaine ou un autre. Après, là, avec le développement, on est obligé de proposer plus de cours. Et pour pouvoir se perfectionner, on fait appel à des experts de chaque discipline. Mais majoritairement, on a plus de cours de MMA. Ok. Est-ce que c'était aussi pour répondre à toi, tes besoins de combattant, oui, que tu as pris l'initiative de développer ça pour avoir entre guillemets un encadrement sur mesure? C'est exactement ça. Avec Quentin, nous, on voulait s'entraîner, on voulait un endroit où on pouvait s'entraîner. Et si on pouvait être payé pour ça, bah, c'est super. Donc ce qu'on a fait, c'est que lui il s'est mis au chômage, je me suis mis au chômage. Donc pendant 2 ans, on était un peu tranquille. On a pu développer tranquillement l'association en ayant un revenu régulier et s'entraîner tous les jours.
C'est aussi un club qui vit beaucoup, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Il y a toujours du monde, il y a un côté très familial. On le voit aussi à la caméra, mais tout à l'heure il y a plein de petits qui jouent derrière, etc. Est-ce que ça aussi c'était quelque chose que vous vouliez retranscrire vraiment dans votre ADN? Tu as parlé aussi de l'engagement associatif que vous avez. Ça te tenait à cœur toi aussi de développer vraiment cette partie-là? Nous on est vraiment... le club est né d'une grande amitié. Donc au début on n'était pas beaucoup. La première année on a fini à 25 adhérents. Donc forcément on tisse des liens, on est plus proche de nos adhérents. Et malgré tout, même si le club il a grandi, on continue à rester proche de nos adhérents. On répond, c'est normal ce que je dis. Enfin pour moi c'est normal, mais on répond aux questions dès qu'ils ont besoin de conseils en plus. On les aide. S'il y a quelqu'un qui me dit tiens Johan, dans cette position je sais pas quoi faire, je m'y retrouve tout le temps, que ça soit Quentin, moi ou Axel, on va prendre le temps de l'aider. Voilà, si le gars il a des problèmes dans sa vie personnelle, on a aussi cette vocation de l'aider. On aide beaucoup de gens et ça nous nourrit en tant qu'humains de faire ça. Donc, ouais, c'est bien parce qu'en plus ça corrèle parfaitement avec les valeurs que tu défendais précédemment. Donc ça franchement c'est top, c'est une belle initiative. On connaît plus ou moins le quotidien des combattants. Je veux dire, on a tous déjà vu des vidéos, on le vit tous de l'intérieur. On connaît peut-être un peu moins celui du coach. Est-ce que tu peux aussi développer cette partie-là? Le coach, c'est une vie basique, quoi. On a des cours chaque semaine. Chaque semaine, on a des cours attitrés. Donc, on prépare un peu le cours en avance. On fait le cours. Alors ensuite, on répond aux questions. En dehors de ça, on a des coachings privés. On analyse des combats pour nos combattants amateurs ou professionnels. On donne des axes d'amélioration en fonction de nos compétiteurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de boulot. En plus de ça, s'occuper de la salle, toute la gestion administrative, les gestions de l'humain. Donc de nos coachs, de nos contrats civiques, de nos BPGEPS, la gestion des finances. On a vraiment beaucoup de boulot. Ouais. Donc encore une fois, le moteur, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais le moteur pour être performant là-dedans, encore une fois, c'est la passion, le professionnalisme, la régularité. Ouais, parce que quand on répond à minuit, 23h à des adhérents ou à des matchmakers, ça c'est du temps de travail où tu es avec ta famille, tu es avec ta femme, machin. Tu es en repas, on t'appelle, c'est une urgence, hop, tu réponds. Voilà. Vous avez des compétiteurs amateurs, des compétiteurs professionnels. Oui. En tant que coach, quelles sont toi tes principales responsabilités envers tes combattants en dehors de la salle d'entraînement? Je pense que je joue un rôle de conseiller, quoi. Je suis un peu comme... j'essaye de les orienter dans la bonne direction pour éviter qu'ils fassent des mauvais choix en dehors de la salle. Si je vois que, je sais pas, il arrive tout le temps en retard, tout le temps s'il est défoncé ou un truc comme ça, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Si j'ai un gars qui vient pas pendant un mois et demi, je vais essayer de lui envoyer un message, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est blessé. Généralement, quand ils ont des blessures, ils m'envoient des messages. Moi, on a un très bon relationnel avec un cabinet de kiné spécialisé dans le sport, donc derrière, j'arrive à leur trouver des rendez-vous rapidement. S'ils me disent ouais, je veux combattre, j'essaye de trouver un combat, soit ici quand on organise des interclubs, soit via nos contacts. Dès qu'il y a des événements, soit l'organisateur nous contacte, soit on contacte les organisateurs. Voilà, il y a beaucoup de relationnel. C'est un encadrement vraiment plus large que le simple, entre guillemets, encadrement sportif. C'est ça. En fait, je pense que Quentin et moi, on n'a pas eu cet encadrement. On s'est, entre guillemets, forgé tout seul, même si forcément j'ai eu des coachs, j'ai eu des sparring. Mais là, on veut que les gars, ils aient rien à penser. Ouais. On veut vraiment qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont envie de réaliser. Après, il y en a qui veulent être champions du monde, il y en a qui veulent juste combattre, il y en a qui veulent être pro, il y en a qui veulent aller à l'UFC, admettons. Donc en fonction de ce qu'ils veulent, nous on les conseille.
Donc tu essaies aussi peut-être de retranscrire ce que toi t'as pas reçu, enfin de transmettre, Exactement. pardon, de partager ce que toi t'as pas Exactement. reçu. Ok, bon bah franchement c'est top, c'est une belle initiative encore une fois. Est-ce que tu penses que le fait d'être un combattant encore en activité, ça t'aide à mieux comprendre et analyser les besoins des mecs que tu coaches? Ouais, c'est clair, parce que au niveau de la gestion de la défaite, sur ça, je les aide de ouf parce que je comprends ce qu'ils ressentent et j'essaye de les aiguiller. Après, on fonctionne pas tous pareil, donc certains vont moins bien digérer la défaite parce qu'ils ont leurs raisons à eux. Donc j'essaye de leur transmettre mon ressenti sur ça, comment j'ai vécu ça, pour essayer de les aider sur la gestion du stress, la gestion de l'approche du combat, la diète. Je les conseille s'ils veulent performer ou si ça devient des combats importants, je les conseille d'aller voir un diététicien avec qui je travaille. Sinon, on arrive quand même à les conseiller sur la perte de poids pour qu'ils arrivent au poids à la compétition et pas trop fatigués, pas trop déshydratés, qu'il y ait moins de risque de blessure. On les conseille un peu. Comment est-ce que tu vis en tant que coach, mais aussi en tant que combattant en fait? Ça peut être intéressant d'avoir les deux visions, l'expansion de ce sport en France. Dans les deux cas, c'est une fierté. Je suis fier de faire partie du train, on va dire. Et puis en l'occurrence, on est plus en tête de train qu'un wagon à l'arrière, vu qu'on est moteur, qu'on est un des plus gros clubs de France, qu'on combat. Voilà, on arrive à les entraîner dans cette expansion du MMA. Ouais, si tu peux aussi nous raconter peut-être les plus grosses galères que tu vas rencontrer en tant que gérant de salle, en tant que coach. Ah, c'est les impayés. C'est Les impayés. Ah. Les impayés, ouais. Non, et sinon, les plus grosses galères, recherche de salle. En tant qu'association, on a eu la première salle par contact, on va dire. Mais derrière, quand on a voulu se développer, c'était très compliqué. On a visité une dizaine, voire une quinzaine de salles. On a eu beaucoup de refus jusqu'à qu'on trouve cette salle. Et encore cette salle, c'est via un gars qu'on connaît. L'ancien gérant, c'est un de nos adhérents. Donc on a réussi à avoir ça comme ça. Mais sinon, c'est vraiment compliqué. Les propriétaires, ils sont frileux. Le MMA, ils connaissent pas. C'est récent. Est-ce que ça va durer? Est-ce que dans 2 ans, la hype, elle sera terminée? Ouais. Bon, moi, je pense pas, mais... Ouais, je pense pas non plus. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à des mecs qui aimeraient se lancer dans le coaching, coach de MMA ou comme toi, encore une fois, gérant d'une salle d'entraînement? Dans le coaching personnalisé, on va dire, il faut faire attention à pas se brader, d'accord? Il faut faire confiance en ses capacités. Il faut avoir confiance en ses capacités et en son expérience et ne pas sous-coter son tarif. Il faut se mettre au juste prix. Voilà. Et pour les gérants de salle, bon courage. Il faut beaucoup de passion pour réussir. Si vous faites ça pour l'argent, vous n'y arriverez pas. Au vu de tout ce que vous faites dans votre salle, donc les engagements caritatifs, le fait de participer à l'expansion d'un sport à échelle locale, est-ce que vous avez déjà reçu de l'aide, du soutien de la part de la ville de Toulouse? Non. Non, parce que l'association, du coup, ça fait 3 ans qu'elle existe. Au début, c'était pas carré, on n'avait pas de comptable. Au niveau des justificatifs, c'est compliqué. Donc là, on est en train de remettre les comptes bien carrés. On fait les choses dans les règles pour pouvoir demander des subventions et notamment aider les publics qu'on aide via l'association, donc les publics en difficulté, les compétiteurs, les enfants, les ados, tout ça. Comment est-ce qu'au sein de la salle, vous voyez le futur et des potentiels développements de votre structure? Alors là, on va se concentrer sur cette salle, du moins jusqu'à fin de saison, voire saison prochaine. Ensuite, on aimerait bien s'expatrier un peu partout. En fonction des gars qu'on a formés, si eux, ils veulent monter leur club, nous, on a cette volonté de les aider, encore une fois, et de développer la Tactical Fight Team un peu partout en France, si possible. Un peu comme le modèle économique du NR Fight.
que tu peux nous parler de ton futur dans ta carrière, futur en tant que coach, etc. Les échéances à venir peut-être, si tu en as après le 30 mars. Ok. Du coup, prochain combat le 30 mars. Au niveau des échanges du club, on a un gala ce week-end, on va à Vitrolles Fight Night, on a pas mal de combattants. Ensuite, on se concentre beaucoup sur les MMA League pour justement être classé et que nos amateurs prennent pas mal d'expérience en pas beaucoup de temps. On a Liam, notre poids lourd, qui fait ses débuts pro à l'Hexagone MMA de Poitiers le 15 mars. Ensuite, on a Owen qui fera ses débuts pro en juin normalement. Et entre-temps, des MMA League, on a des demandes pour des galas amateurs. Donc on a aussi Quentin, mon associé, qui va combattre en mai au Jungle Strike. Donc une fin de saison qui va être bien chargée. Je voudrais juste remercier les gens qui m'accompagnent depuis un moment déjà, donc notamment mon entraîneur de boxe, mon entraîneur de lutte, mon diététicien qui a beaucoup de boulot avec moi, mon préparateur physique et tous les clubs dans lesquels je m'entraîne, donc Arania, TFT et voilà. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Johan, merci beaucoup pour l'interview, des réponses super intéressantes. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux sociaux, on peut te retrouver sur Insta, lui donner de la force pour les prochains combats. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner aux réseaux sociaux Virtus, tout est en description. Et on se dit à la prochaine.